Alors bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette session. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Alors j'explique un peu parce qu'il y a une personne nouvelle, peut-être d'autres d'ailleurs, là sur Zoom, que vous compreniez le sens de cette démarche. Alors, d'une manière très générale, l'idée est d'aborder la pratique méditative selon une approche, on va dire, bouddhiste. Et après, ça ne signifie pas non plus qu'elle est réservée aux bouddhistes. Ça, c'est tout à fait clair. N'importe qui peut aborder cette pratique méditative. Le seul fait de l'aborder d'une manière bouddhiste, c'est de pouvoir bénéficier en fait d'une forme de méthodologie intéressante. Et par rapport à la pratique, elle, méditative comme la pratique spirituelle d'une façon générale, elle se caractérise par trois points. On appelle ça les trois excellences, ou tampasum en tibétain. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une façon de dire comment on commence une pratique, comment on entre dans une pratique, comment ensuite on s'établit dans le cours de cette pratique et comment à la fin on sort de cette pratique. Et l'on y rentre avec l'idée du refuge et du développement de l'esprit d'éveil. Alors ça, dans la terminologie, c'est très bouddhiste. Mais qu'est-ce que signifie prendre refuge et développer l'esprit d'éveil? Ça signifie qu'en fait, au départ, on place une intention qui est vaste, qui est illimitée, et qui vise à faire le souhait, on peut le comprendre comme un souhait que l'on pose, faire le souhait de pouvoir réaliser notre véritable nature et voir être dissipé tout ce qui nous empêcherait de développer cette véritable nature. Du point de vue bouddhiste, c'est important parce que c'est pas tellement l'idée que l'on prenne refuge en le Bouddha, comme on le dit traditionnellement, comme si c'était un principe extérieur. L'idée, c'est vraiment de se tourner vers sa véritable nature. Et se tournant vers sa véritable nature, c'est, on pourrait dire, affirmer en soi-même d'abord le fait qu'elle est présente, et d'autre part le fait qu'il n'y a aucun doute que l'on puisse la réaliser. Ça ne signifie pas qu'on va la réaliser du jour au lendemain, mais ça, c'est même pas une question prioritaire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le rapport que l'on entretient avec cette véritable nature. Parce que c'est un rapport de confiance en qui nous sommes, en fait. Quelles que soient nos imperfections, nos difficultés, ça va vraiment bien au-delà de ça. Donc ce premier pas, la manière dont on entre dans la pratique, c'est se relier ainsi à quelque chose donc de plus vaste, qui est notre nature fondamentale, avec ce souhait qui l'accompagne, qui est d'être libre, encore une fois, de tout ce qui nous empêcherait de la développer pleinement. Ensuite, la bodhicitta, c'est un terme sanskrit pour dire l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, ça signifie en clair une attitude qu'on peut dire altruiste, c'est-à-dire que, euh, pour l'exprimer le plus simplement, on peut comprendre qu'à partir du moment où nous avons l'intention de développer notre véritable nature, ça veut dire que de fait, on reconnaît que tous les êtres possèdent cette véritable nature. Et on comprend d'une manière assez simple, en fait, que ce à quoi on peut aspirer profondément, il n'y a en fait pas tellement de raisons que les autres n'aspirent pas aux mêmes choses. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière systématique dans l'enseignement du Bouddha, l'idée que finalement tous les êtres cherchent à obtenir le bonheur et tous les êtres cherchent à éviter la souffrance. Et quand on dit ça, on n'entre pas dans le détail, on parle de quelque chose de très profond en termes d'attitude. Et c'est plus intéressant dans la profondeur. Dans le détail, on peut ne pas être d'accord, parce qu'on a des points de vue multiples sur ce qu'est le bonheur, ce qu'est la souffrance. Mais là, on ne parle pas tellement de ça. On ne parle pas de l'avis subjectif que l'on a sur ce thème. On parle de quelque chose en nous qui est naturellement tourné comme une soif de quelque chose qui représente pour nous le bonheur, soif de quelque chose qui représente pour nous la fin de la souffrance. Donc en fait,
À partir du moment où on aspire à développer notre véritable nature et y accéder, on comprend aussi finalement que dans le fond, il n'y a pas tellement de raison qu'on soit fondamentalement différent des autres. Et que cette aspiration-là, elle peut largement être celle de tous les êtres sans aucune exception. Donc à partir de là, on fait simplement le souhait, puissent aussi tous les êtres accéder à cette véritable nature et puissent-ils être libres de tout ce qui les empêcherait à y accéder. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est que on va considérer qu'accéder à cette véritable nature, c'est effectivement obtenir le plus grand des bonheurs. On ne parle pas là d'une joie temporaire. On parle là de quelque chose qui serait réalisé et qui viendrait, on pourrait dire, nous permettre de nous affranchir de tout ce qui, en fait, est un peu râpeux dans l'existence, ce contre quoi on bute, nos incompréhensions. On pourrait vraiment le comprendre comme un état où tout à coup, en fait, tout ce qui est confus disparaît. Donc du coup, forcément, beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de quiétude, naturellement, sans même l'avoir recherché. Donc, d'où le fait que cette entrée dans la pratique, elle est à la fois, pour le résumer, un souhait pour soi-même et un souhait pour les autres, mais dont la nature est la même. Ensuite, quand on entre dans la pratique, on va considérer, on va nous donner plutôt cette instruction qui nous dit « considère tous les phénomènes comme un rêve ». Alors, bon, on pourrait en parler des heures, mais cette idée d'un rêve, ça ne veut pas dire qu'on imagine qu'on est en train de rêver, c'est pas ça. Mais ça veut dire que on prend conscience du caractère difficilement saisissable de l'expérience. Quand on parle de quelque chose de difficilement saisissable, en termes bouddhistes, c'est une manière de nous dessaisir d'une forme de réification ou matérialisation. C'est quelque chose qui est très profondément ancré en nous. On a très vite envie de saisir dans le sens de matérialiser. Par exemple, si un moment est très heureux, c'est un peu comme quand on est enfant, puis on voit arriver le lundi, qui signifie le début de l'école et la fin des grandes vacances. Alors, moi, j'étais pas très content, en tout cas, de reprendre l'école. Alors, ça dépend, chacun son vécu, évidemment. Mais il peut y avoir tout à coup le sentiment que je suis en train de perdre quelque chose. Et ça, c'est une matérialisation, en fait. Et c'est pas, quand on parle de matérialisation du point de vue bouddhiste, c'est pas un concept compliqué. C'est en fait une réalité émotionnelle simple quand on la reconnaît. C'est pas une chose, c'est pas un concept abstrait, la matérialisation. La matérialisation, c'est, on est sûr d'une forme de matérialisation quand tout à coup on a de la peine à laisser partir les choses ou on a de la peine à ne pas réussir à les attraper. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a matérialisé quelque chose, en général. C'est souvent par défaut. Si on dit à quelqu'un « t'as matérialisé quelque chose », on va répondre « non, je vois pas ce que j'ai matérialisé ». Et pourtant, c'est très vite là. Et plus on en prend conscience, plus on voit que cette forme de matérialisation, elle s'infiltre, elle prend place dans tous les aspects de notre existence. Et on le voit dans la pratique méditative, parce qu'on parle de ça ici. On pourrait très bien imaginer que on veuille produire une bonne méditation, ou que l'on veuille s'établir dans une grande qualité de calme. Ça, c'est un désir de matérialisation. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mal juger ça. C'est aussi important de reconnaître ce par quoi nous sommes construits et quelles sont les forces agissantes en nous. Mais par contre, ça peut être intéressant de ne pas venir nourrir ces tendances-là. C'est pour ça que l'on dira qu'au moment où on est engagé dans le corps de la pratique, alors on se souvient que les phénomènes sont semblables à un rêve. Pourquoi ? Parce que le rêve représente ce qui est insaisissable.
Un rêve, le propre du rêve, c'est qu'au moment où on se réveille, même si le rêve était absolument magnifique, peut-être une histoire d'amour splendide, ou alors on se réveille et au contraire c'était un cauchemar affreux, puis on s'est fait dévorer 3 jambes parce que dans le rêve on en avait 3 en plus, donc c'était doublement ou triplement pénible. Donc euh, au moment du rêve ou du cauchemar, on est persuadé que tout ça existe. Il n'y a absolument aucun doute. Au moment où on s'est réveillé, on fait soit ouf, soit oh zut. Ça dépend, mais de toute manière, on a une réaction en général. Et cette réaction, elle est encore une fois très compréhensible, mais disons que la nature du rêve, c'est justement que l'on ne peut pas l'attraper. C'est comme un arc-en-ciel, on ne peut pas l'attraper. On voit les arcs-en-ciel, mais on ne peut pas les attraper. On a beau nous dire que là où tombe l'arc-en-ciel, il y a un chaudron rempli d'or, peut-être gardé par des lutins, selon les versions des contes, mais disons qu'en général, on ne peut pas l'attraper. Donc il y a plein de choses dans la vie, en fait, que l'on ne peut pas attraper, parce que c'est tout simplement insaisissable. Euh, mais on croit bien sûr qu'il y a des tas de choses qu'on peut attraper. En fait, petit à petit, on va se rendre compte qu'on ne peut pas attraper grand-chose, en fait. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Ça rend libre de le savoir. Beaucoup plus. C'est quand on croit qu'on peut attraper que c'est très problématique. Parce que là, on essaye, puis en fait, on croit qu'on y est arrivé, puis on n'y arrive pas. Et puis du jour où, par exemple, l'instant où on sonne la fin de la récréation, on se dit, ah ben non, ça devrait continuer. Ben disons que, voilà, non. Bref, donc ça veut dire que au moment de la pratique, on reste dans cette conscience que les choses se manifestent comme un rêve, aussi belles soient-elles, aussi moches soient-elles, mais que c'est pas si grave en fait, pour le dire très simplement. Alors, c'est pas simplement pour dédramatiser, il y a une portée plus profonde, mais voilà, on se souvient que dans le processus méditatif, l'expérience vaut pour ce qu'elle est. On n'a pas besoin non plus d'être trop inquiet de la qualité de l'expérience. Et troisième point, quand on sort de la pratique, à ce moment-là, on dédie la pratique. Ça, c'est le terme traditionnel employé, disons en tout cas en français. Dédié, il faut le comprendre dans le sens d'un dessaisissement. C'est-à-dire que l'on a développé des qualités, par contre, il n'y a pas de doute, en méditant. Ces qualités-là, on va les offrir à tous les êtres. Alors, évidemment, c'est purement mental, hein, parce que au départ, c'est juste une manière de se dire les choses en nous-mêmes. Mais simplement, la manière dont on se dit les choses importe énormément. Parce que, évidemment, on est d'abord construit par nos pensées, et ensuite on est construit par nos actes, mais nos pensées sont extraordinairement importantes. Donc si à la fin de la pratique on se dit, la prochaine fois, il faut absolument que ça se reproduise, voilà, on a conditionné quelque chose. Conditionné quelque chose de, disons, on a peut-être nourri un espoir et du même coup une frustration possible. À voir, mais c'est toujours possible. Donc dans ce cas-là, à la fin de la pratique, non, on n'est pas dans, dans un regret quelconque, dans une attente quelconque. Au contraire, on peut considérer qu'il y a même de la joie à avoir développé des qualités, même si on a tout raté, hein, si on a le sentiment d'avoir tout raté, c'est absolument pas important ça, hein. On a quand même exploré. Et puis c'est bien. C'est comme dire que c'est bien de faire à manger maintenant. Bien faire à manger, oui, parfois c'est bien. Puis, mais d'abord et avant tout, c'est intéressant d'essayer de faire, hein. L'expérience, elle vaut la peine. Et donc, on reste dans cette lucidité-là. Et donc, on peut, à ce moment-là, offrir encore un souhait. Puissent tous les êtres faire l'expérience. Pas cette expérience, mais faire l'expérience, quelle que soit l'expérience qu'ils feront. Et donc, c'est une façon de clore la pratique. Donc voilà, c'est un simple rappel, mais qui est important, je pense, quand on aborde la pratique méditative. Et dans les faits, ça veut dire que je commence cette session avec une prière de refuge. Je dis je, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire en même temps que moi, bien sûr. Mais c'est aussi pour dire que vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste une manière de marquer le début. Et puis, vous pouvez habiter cet instant comme vous le souhaitez, en vous reliant à quelque chose de plus vaste. Voilà, tout simplement.
O Sangye Chutang Tsoge Chonam Lai Chanchum Paratu Dane Chasuji Dage Jin Tsoge Pe Sunam Rola Pentre Sangye Dom Paraish Sim Chen Tam Chen Deva Tang Deve Jutang Den Pai Juji Dongal da dongal ge judan dalwarai juj dongal me pe dewa dam pa dam min dalwarai juj nyerin jadan yedan dalwe danyon jambola parai juj jingam balden tsawe lamaren paj dage che vuran be me den chola Kaden chen be go ne je sund ko sung tung ge nga rom jal do sa. Voilà, donc on entre ainsi dans la pratique, cette pratique pratique méditative, qui n'a pas besoin d'être perçue comme un objet à saisir, mais plutôt comme une invitation à explorer. En l'occurrence, pour nous, ici, c'est explorer cette qualité de présence, présence attentive. Pourquoi? Parce qu'on peut être présent, le corps peut être là, mais cette présence peut être plus ou moins attentive. L'idée, c'est de cultiver cette qualité d'une présence attentive. Alors, attentive à quoi? Parce que bien sûr qu'on est très habitué à être attentif à quelque chose. En l'occurrence, on n'a pas besoin d'attendre un objet extérieur. Il n'y a pas besoin d'être attentif à quelque chose en particulier, si ce n'est d'être attentif à l'expérience elle-même. Ça peut paraître être un jeu, presque, non pas un jeu de mots, mais disons un jeu avec le langage. Mais être présent à l'expérience elle-même, ça signifie qu'on n'est pas focalisé sur un objet. On peut, bien sûr, si par exemple on médite avec un support, dans ce cas-là, il y a un objet. Il y a un objet qui va nous aider à stabiliser la concentration ou l'attention. Mais c'est tout à fait bien de faire comme ça. Mais là, l'exercice proposé, c'est pas tout de suite. Il n'est pas question de tout de suite focaliser sur un objet. Pour d'abord se donner la possibilité de développer une qualité de présence. Pourquoi c'est important? Parce que s'il y a focalisation sur un objet, en général, on essaye de bien faire. Et c'est bien, mais on perd on perd. Disons, on n'entraîne pas la qualité de présence. On peut éventuellement, encore une fois, sans même se rendre compte, venir nourrir l'idée d'obtenir quelque chose. Et on n'est pas là, dans cette démarche méditative, dans l'idée de vouloir réussir quelque chose. C'est pour ça que cette qualité de présence attentive, c'est presque volontairement vague, parce que on ne va pas la figurer par un objet. Si on dit, par exemple, il faut rester concentré, on comprend facilement. Il faut que je reste concentré. Il ne faut pas que je sois distrait. Ok, on comprend très bien. Présence attentive, c'est juste une qualité, on pourrait dire, de réceptivité. Pour donner une image, c'est un peu comme s'il était question pour nous d'être face à un grand lac ou la mer devant nous, ou ça pourrait être une forêt. Ça marche très bien aussi avec une forêt. On peut imaginer qu'on est au cœur de cette forêt, et puis on est simplement assis, on a les yeux ouverts, et ça c'est très important. On a les yeux ouverts et on n'est pas en train de regarder quelque chose.
On est juste en train de sentir, mais de sentir avec une qualité de présence complète. On n'est pas en train de divaguer, on n'est pas en train d'imaginer quelque chose. Ou alors, au contraire, euh, on, on est conscient que l'on est en train de divaguer, ou on est conscient qu'on est en train d'imaginer quelque chose. Et quand cela se produit, on revient à cette qualité de présence qui fait qu'on est là, quelque part, à l'instant présent. À cet instant-là, on est là. Et à cet instant-là, on ne cherche pas ni à traverser la forêt, ni à comprendre la forêt, ni à décrypter ou quel est le type d'essence dans cet arbre que l'on voit. Non, on est juste présent à un environnement sans autre chose. Juste cette qualité de présence. On ne sait même peut-être pas du tout ce que ça veut dire. Et on n'a pas besoin de savoir. On reste juste dans cette unique qualité de présence. On ne sait pas où ça va nous mener, combien de temps ça durera. Peut-être ça va durer très longtemps, peut-être pas. Ça peut être bien, ça peut être désagréable. C'est complètement égal. Juste l'idée, c'est d'être totalement là. Il peut tout à coup commencer à pleuvoir ou pas, il peut y avoir du vent ou pas. On est en totale réceptivité avec ce qui est en train de se produire. Cette totale réceptivité, elle est dotée d'une qualité inouïe d'ouverture. Il y a quelque chose de totalement disponible à ce moment-là, dans cette expérience. Là, je vous emmène dans une forêt, en vous la décrivant, mais en fait, vous comprenez très bien et vous le sentez que cette qualité, vous pouvez la ressentir à l'instant même, là maintenant. Qu'on soit dans une forêt au sens propre ou pas, elle évoque immédiatement cette image, quelque chose qu'on a déjà plus ou moins connu, ou que l'on peut envisager. Et donc, on se relie à cette qualité. Et en se reliant à cette qualité, c'est une qualité d'absolue conscience de ce qui se produit, de non-intervention. On peut entendre le craquement d'une branche, on ne va pas tourner la tête en direction du craquement d'une branche. On n'est même pas sûr que c'est une branche qui a craqué. C'est peut-être un ours qui est en train de venir d'ailleurs. On ne regarde pas. On ne regarde absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on regarde la peur de l'ours dans ce cas-là. On ne regarde pas l'ours. Ce qui nous intéresse, c'est d'observer l'expérience qui est en train de se produire en nous. C'est tout. C'est pour ça qu'on s'est mis au cœur de la forêt. C'est pas pour être au cœur de la forêt. C'est pour être au cœur de nous-mêmes, en fait. Et on revient dans cette expérience extrêmement simple. On n'est pas un spécialiste de la forêt, on ne cherche pas à être un spécialiste de la forêt. On est juste en train d'être extrêmement présent, presque soigneux avec la sensation, quelle qu'elle soit, sans chercher à ce qu'elle soit d'une certaine forme ou pas. Vraiment. On garde peut-être les yeux ouverts, ça peut aider. Ça ne veut pas dire qu'on regarde. Ça veut juste dire que le champ de la conscience visuelle est ouvert. Et de la même manière, on garde les oreilles ouvertes. On n'est pas en train d'écouter le chant de l'oiseau, on est en train d'être ouvert à toute manifestation sonore. On peut être surpris par la beauté du chant d'un oiseau, mais on laisse cette surprise de la beauté du chant d'un oiseau disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on se tape sur les doigts pour se forcer à ne pas penser que le chant de l'oiseau est beau, mais on reste juste présent au fait que, tiens, on trouve que le chant d'oiseau est beau. Mais ça n'a pas plus d'importance, c'est juste une manifestation de l'expérience. On laisse la conscience olfactive totalement ouverte. Il peut y avoir tout à coup une odeur presque vanillée, parce qu'on est peut-être sur une prairie dans les Alpes, et il peut y avoir des odeurs de ce genre. Il peut même y avoir l'odeur d'une chaleur qui est en train d'un air chaud qui est en train de venir, n'importe. Il peut y avoir des odeurs désagréables.
c'est complètement égal. On laisse ce champ complètement ouvert. De la même manière, on laisse le champ de la conscience gustative ouverte. La bouche peut être sèche. On peut penser que ce serait peut-être bien de boire quelque chose ou pas. Il peut y avoir beaucoup de salive ou pas. C'est complètement égal. On reste complètement au contact de ce qui se produit. Et de la même manière, la conscience tactile est ouverte, elle aussi. Et donc, il peut y avoir un vent chaud tout à coup. Il peut y avoir quelque chose de frais. On peut frissonner. On peut avoir mal au pied droit ou alors au contraire sentir que le pied gauche va très bien. On reste dans l'ouverture aussi à toutes ces sensations tactiles, quelles qu'elles soient. Et on observe toujours, bien sûr, ce qui se produit en nous du fait de cette rencontre avec toutes ces expériences tactiles. Et on ne fait que cultiver cette qualité de présence. Après, on peut espérer tout à coup que le gong va enfin sonner parce que ça commence à faire long de cultiver cette qualité de présence. Et dans ce cas-là, on observe cette attente insupportable du coup de gong qui n'arrive pas. Ou alors, de la même manière, on se laisse surprendre par le coup de gong qui est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, ce qui est possible aussi. On va peut-être avoir envie de s'endormir ou pas, c'est possible. On peut s'endormir, pourquoi pas. Et on peut essayer de ne pas s'endormir. Mais on reste juste présent à l'expérience. Ensuite, une fois qu'on aura développé cette qualité, on peut se concentrer quelque part. Ça va. Parce qu'on peut le faire dans ce cas-là avec la détente qu'il faut. On peut le faire avec toute la bienveillance, l'amour qu'on doit à cette qualité qui est en train de se développer, sans la contraindre. Si on divague, on revient là. On est assis dans la forêt, donc on revient là.
On fait une petite pause. On peut s'étirer, s'étendre, changer de posture. Alors là, on est toujours dans la forêt, bien sûr. Hein. Juste, on ne perd pas complètement le fil. On sait qu'on est encore dans la forêt. On est juste là d'une manière différente parce que on relâche un peu la tension. Mais un peu seulement. On a l'embarras du choix, hein. Forêt pluvieuse, forêt de type toundra, forêt d'altitude, forêt luxuriante, forêt tropicale, comme vous voulez. Ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, le décor change. On a tous des décors. On est des forêts, chacun, d'une certaine manière. On est des mondes, chaque fois. L'idée, c'est de revenir à cette sensibilité première à l'égard de notre monde, quel que soit ce monde, comme si on partait en exploration dans la réalité de ce monde, pas tellement autre chose finalement. Savoir par quoi il est construit, mais une manière différente d'en faire l'inventaire, une manière différente de l'arpenter, un peu comme le redécouvrir. Si on va dans un endroit, par exemple, assez connu, on pense que c'est connu chez nous, hein, dans notre monde. On connaît a priori. On connaît, mais c'est pas forcément vrai. Parce que c'est autre chose de rester avec son monde et de le parcourir comme on a l'habitude. Tout à coup, là, on fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. On essaye d'être simplement présent à notre réalité forestière, quelle qu'elle soit. Et c'est possible que ça nous apprenne des choses, en fait.
une petite pause. Il y a aussi bien sûr quelque chose de l'ordre de l'apprentissage, parce que se promener dans une forêt, c'est quelque chose de plus habituel et de plus distrayant. Quand on se promène dans la forêt, on a plein de choses à voir. Donc on a l'impression de pouvoir s'égayer dans le paysage. Là, on le découvre d'une autre manière. Donc ça suppose une autre forme d'apprentissage. C'est pas nous qui allons vers le paysage, c'est nous qui développons la plus grande ouverture pour que le paysage puisse petit à petit se refléter en nous, qu'on puisse le percevoir d'une autre manière, qu'il puisse s'exprimer d'une autre manière. Et ça nous permet de sentir le vent d'une autre façon, ça nous permet d'entendre les sons d'une autre façon, ça nous permet d'observer le jeu des couleurs d'une autre façon. Ça nous permet de sentir la qualité du sol d'une autre façon. Ça nous permet de sentir l'humidité ou la sécheresse d'une autre manière. Mais il peut bien sûr y avoir à un moment donné l'envie de se dire bon ben maintenant ça suffit, je me lève. Oui, mais on se lèvera de toute façon. On n'est pas condamné à rester. Par contre, on peut se dire tiens, on continue à explorer, voir ce qu'est ce paysage. Est-ce que c'est toujours le même ? Bien sûr qu'on peut avoir l'impression qu'on s'asseye toujours dans le même paysage. C'est un moyen très pratique pour penser qu'il n'y a rien à découvrir vu que c'est le même, qu'on le connaît déjà. C'est ce que l'on peut se dire de manière très facile. Mais est-ce que nous sommes le même dans le paysage ? Est-ce que le paysage quand nous avions 10 ans est le même que le paysage aujourd'hui ? Si l'on dit que c'est le même, ça devrait être le même. Rien n'est pareil. Ni nous, ni ce qui nous entoure. Donc, c'est pourquoi on développe cette qualité de présence attentive à ce qui est, quoi que ce soit, sans divagation. Ou alors, attentif à toute envie de divagation, à toute divagation qui prend forme, à toute divagation qui s'estompe. Shantideva parle des arbres pour dire être patient comme un arbre. C'est une manière de développer de la patience. Et là, c'est une façon de développer aussi cette qualité de présence.
Voilà. Est-ce qu'on peut sortir du paysage? Pas vraiment en fait, hein, mais parce qu'on est toujours dedans. Mais malgré tout, voilà, on va se donner l'impression d'en sortir. Donc on va se dire que c'est la fin de la promenade. Mais vu que c'est notre paysage, on peut difficilement être hors de notre paysage, en définitive. Mais ça, c'est autre chose. On va terminer la pratique avec une dédicace, avec ce souhait finalement. Donc ce souhait, après, chacun peut le sentir comme on veut, bien sûr. Ça peut être quelque chose qui a à voir avec la curiosité, qui a à voir avec cette qualité de présence attentive que l'on peut développer pour tout ce qu'elle peut nous offrir de découverte. Ça peut être ce souhait qu'on peut faire pour autrui, pour nous-mêmes. Sanam deye tam che sing pa ne tum ne nye pe janam pam de ne genga na che pa lam tu pa yi si pe cho le do a do ra yi shu. Merci beaucoup d'avoir arpenté tous ensemble. Merci. Et prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonne soirée, Lorena. Bonne soirée tout le monde. Voilà. Allez, j'arrête la session.